Donc bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire Parcours client sous tension, reprenez le contrôle. On va tout simplement vous faire la synthèse de la matinale qui a été effectuée il y a à peu près une dizaine de jours de cela, où on a en fait partagé vraiment des retours d'expérience sur les changements autour des parcours clients. Alors le programme de ce webinaire est assez simple. En 45 minutes, on va vous présenter cette synthèse. Tout d'abord, Carole reviendra sur le baromètre CaliWeb 2025 avec ce qu'il y a d'intéressant. Ensuite, la table ronde numéro 1 que je vais résumer sur comment gérer les incivilités, les émotions au centre de contact. Ensuite, Yann reviendra sur tout ce qui est gestion de la relation client et la digitalisation du parcours client, en particulier avec un focus sur le messaging, WhatsApp, RCS et autres. Et à la fin, bien sûr, Charles fermera le bal avec la réharmonisation du parcours client avec un focus sur la visio. Donc n'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer toutes vos questions à marcom@eloquent.com et on y répondra avec grand plaisir. Alors, tout d'abord, une petite présentation des animateurs de cette matinale. Alors, Charles, est-ce que tu peux nous présenter Apizzi pour ceux qui ne le connaissent pas? Oui, bien sûr. Alors, comme Fred a dit, on a été obligé de faire des choix. 3 heures de super matinale sur un bateau, le réduire en 45 minutes. Monsieur, dame, il n'y aura pas de petit four pour aujourd'hui, mais ça va être quand même top. Apizzi, c'est quoi? C'est une solution d'engagement visuel pour tous les moments complexes de la relation client, quand il y a une urgence et quand il y a un besoin d'une touche humaine. Je pense que si vous êtes dans l'assurance ou un mutuel, vous comprenez tous ces parcours clients où il y a de la stress, peut-être un dégât des eaux, peut-être un contrat qui doit se changer. C'est des moments clés dans la relation client. Bonne nouvelle, Apizzi a des solutions qui vous aident pile poil dans ce temps-là, avec une grande expérience. On a plus de 10 ans d'expérience, 45 salariés, on a plus de 250 clients, mais vraiment beaucoup dans l'assurance. On est présent dans 40 pays et super nouvelle, on n'est pas loin du 14 juillet. On est 100% made in France. Fred, je crois que j'ai une deuxième slide avec un peu sur les assureurs et les mutuelles qui sont d'accord pour mettre leur logo sur une slide, mais il y en a beaucoup d'autres. Vous pouvez voir, vous êtes bien accompagné avec Apizzi. Merci pour ce petit récap. Donc, moi, je présenterai Eloquent. Eloquent est éditeur de solutions de centre de contact omnicanal et de solutions d'enquête de satisfaction. Nous aussi, ça fait une vingtaine d'années qu'on existe. On est une centaine à votre disposition. On gère 1,5 milliard d'interactions, téléphone, mail, chat, voicebot, callbot, etc. Et on envoie près de 150 millions d'enquêtes de satisfaction au travers de multiples canaux. Et bien entendu, on propose une solution qui est tout intégrée. Donc, on propose bien sûr nos propres canaux, voix, téléphone, chat, etc. Et pour les canaux spécifiques qui nécessitent vraiment une expertise, on fait appel à nos deux partenaires qu'on a déjà vus précédemment, donc à Pizzi et ensuite Yann présenta Green Bureau. Green Bureau pour tout ce qui est partie réseaux sociaux et vidéo pour Apizzi. Donc on va vraiment vous aider à piloter et à gérer votre solution de centre de contact et on va mesurer la satisfaction client et collaborateur. Alors bien sûr, oui, que ce que tu disais, on intègre nos partenaires. On a beaucoup de références aussi dans le secteur mutuel et assurance. Alors Yann, je te laisse prendre la suite. Merci, bonjour à tous. Je suis ravi de passer encore un peu de temps avec vous après l'événement sur la péniche. Green Bureau en quelques mots, on est le petit pousset. On existe depuis un peu plus de 10 ans. On a une centaine de clients, principalement en France. Nous aussi, on est 100% made in France, même si on est un peu éparpillé un peu partout. Mais le plus important, c'est qu'on est spécialisé dans les canaux digitaux. Et les canaux digitaux, c'est quoi? Eh bien, on va être dans le vif du sujet. C'est l'ensemble des messageries instantanées que vous utilisez tous les jours avec vos proches, votre famille, vos amis, que ce soit du WhatsApp, du Messenger, de l'Instagram, du Facebook, de la vie Google, du RCS, du SMS conversationnel. Eh bien, l'ensemble de ces canaux-là, on est capable de les décliner dans un environnement professionnel pour échanger avec vos marques, pour mettre en place des bots, pour pousser vers des mises en relation totalement automatisées, self-care si nécessaire, ou le renvoyer vers de l'humain avec Charles quand il le faut. Voilà notre solution. Ouais. On a nous aussi beaucoup d'acteurs dans le secteur des mutuelles assurances. J'en ai mis une petite quinzaine, mais voilà, on n'a plus une centaine de clients. Et on est ravis de passer du temps avec vous. Et je confirme que ça marche, puisqu'en fait, on a utilisé le RCS pour notre matinale, et c'est vrai que ça a fait 3 fois plus de performance que d'habitude, donc promesse tenue. Alors Carole, je te laisse présenter Cossédal. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin également. Donc moi, je dirige le cabinet Cossédal Conseil. Donc effectivement, je suis peut-être la plus ancienne du coup. Content d'études du client pour comprendre la logique, mais surtout adapter son regard pour analyser la qualité de la relation client sur l'ensemble des canaux, justement beaucoup de canaux digitaux, mais aussi
à l'oral. Donc, évidemment, avec les canaux digitaux, il y a une vraie problématique sur l'écrit et on y travaille beaucoup. On travaille beaucoup sur cet aspect-là, comment réhumaniser les écrits et leur donner une âme, leur donner un ton. Avec le baromètre CaliWeb qui existe depuis plus de 25 ans maintenant, on a développé donc justement une étude qui permet de bien comprendre les attendus des clients, leur logique, leur comportement surtout, parce que c'est ça qui va dicter les attentes, et surtout avoir mesure avec les tests mystères du baromètre CaliWeb, disposer d'un état des lieux de la qualité de la relation client en France sur l'ensemble des canaux digitaux, avec évidemment un focus spécifique sur l'assurance, puisqu'on teste chaque année plus de 15 secteurs d'activité, près de 250 sites internet, enfin 250 marques, au moyen de tests mystères, donc sur tous les canaux digitaux qui ont été évoqués il y a quelques minutes. Enfin, en tout cas, on essaye de les couvrir, réseaux sociaux, mail, évidemment, et les avis en ligne aussi. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est du baromètre CaliWeb. Et donc, je suis ravie de ce matin de vous présenter quelques insights extraits de cette étude, qui évidemment là aussi prend beaucoup de temps, très riche, mais on va essayer de sélectionner le best-of de ce qu'on avait présenté lors de la matinale. Ok, super. Merci Carole. Alors Yann, pourquoi on a fait cette matinale et ce webinaire, dis-moi? En 2 mots, hein, tout le monde le voit, ça bouge beaucoup. De plus en plus d'incertitudes climatiques, hein, et on est en plein dedans avec les grosses chaleurs en ce moment, des incertitudes économiques, il n'y a qu'à suivre l'actualité, des clients assez naturellement toujours de plus en plus exigeants, des acteurs du digital qui arrivent, qui bousculent un peu le marché. Donc tout ça, ça fait un peu évoluer l'environnement dans lequel les acteurs des assurances et des mutuelles ont une vraie expertise, un vrai savoir-faire. Il va falloir être capable de le faire évoluer pour gérer ces clients qui sont parfois un peu contrariés, sous tension, énervés. Voilà ce qu'on va vous présenter. C'est parti, Carole. Alors, donc, je vais revenir donc, sur les principaux insights du baromètre CaliWeb avec évidemment un focus sur l'assurance. Donc, ce baromètre CaliWeb, comme je vous le disais à l'instant, c'est vraiment un regard unique sur la relation client avec les deux aspects. Le regard client, donc via cette enquête annuelle qui a été menée en janvier dernier, mais qu'on mène chaque année, donc qui permet de mesurer l'évolution des usages et des attentes relationnelles, et la vision expert au travers des tests clients mystères, comme je vous les évoquais. Donc voilà, et ce baromètre permet d'établir évidemment un état des lieux, mais aussi un classement sectoriel, individuel et sectoriel. Et je vous donnerai tout à l'heure un petit aperçu justement du positionnement de l'assurance dans le baromètre CaliWeb au global, mais aussi des différents acteurs. Je ne pourrais pas tous les citer, mais vous pourrez voir comment se positionnent les acteurs de l'assurance aujourd'hui par rapport à la qualité de la relation client, notamment dans un contexte de prospect. Donc, on est quand même dans une problématique de conquête de clients aujourd'hui. C'est complexe, vous investissez beaucoup dans la conquête. Et justement, que se passe-t-il quand un nouveau client, un nouveau prospect vous sollicite? Est-ce qu'on lui répond ou pas? Bonne question. Alors, aujourd'hui, pourquoi effectivement investir dans la relation client? Je crois qu'il faut vraiment avoir conscience que le service client aujourd'hui, c'est le point d'entrée de la relation avec la marque, parce que pour plus de 90% des Français, c'est vraiment le premier lien. Le premier lien avec la marque, et c'est lui qui va du coup être un vecteur de fidélité, parce qu'on est plus fidèle aux marques qui ont un bon service client, mais aussi et surtout, et ça j'insiste, c'est le garant de l'image de l'entreprise, parce que chaque interaction avec un client va impacter, va laisser une empreinte, et l'image qu'on va conserver, elle va dépendre justement à chaque fois de l'expérience qu'on va avoir, qu'on va retenir de l'échange avec le service client. Donc, on voit à quel point chaque interaction est extrêmement importante et va laisser une trace. J'appuie pas sur le bon bouton. Au-delà évidemment des clients, il y a aussi une autre notion qui me paraît extrêmement importante, c'est la qualité des relations avec les collaborateurs. Parce que, évidemment, et c'est encore plus vrai dans l'assurance, tout le monde est partie prenante de la qualité de la relation client. On a parlé du service client comme premier point de contact, mais dans l'assurance, il y a énormément de points de contact, points d'entrée dans les différents services. Donc, en fait, aujourd'hui, chaque collaborateur participe à la qualité de la relation client, qu'ils soient en front office ou en back office. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, plus de 60% des collaborateurs
estime que la qualité des échanges en interne va évidemment impacter la qualité de la relation avec les clients, mais surtout gagnerait à être améliorée. Donc, ça veut dire qu'en effet, leur donner les bons outils, améliorer l'accessibilité entre les services, casser les silos, renforcer la considération, la qualité des échanges entre les collaborateurs, c'est aussi quelque chose d'essentiel pour contribuer à la qualité de la relation finale. Donc, comme je vous le disais, effectivement, aujourd'hui, l'excellence relationnelle, ça doit être un vrai projet d'entreprise. Chaque individu de l'entreprise, tous les services, qu'ils soient en front ou en back-office, sont partie prenante de la relation client. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les métiers de l'assurance, c'est particulièrement important parce qu'au-delà du service client, qui va effectivement connecter avec la gestion, avec la prod, etc. On a les services de souscription, les services de recouvrement, les services sinistres qui sont en première loge, qui sont en contact direct avec les clients, souvent à des moments clés de la relation. La souscription, évidemment, il faut convaincre. Les sinistres, c'est souvent le moment de vérité, parce que c'est souvent aussi le seul moment où on a une vraie interaction impliquante avec la compagnie. Et c'est des moments où, clairement, il ne faut pas se rater dans la prise en charge et dans le suivi. Alors, comment viser la cohérence de l'expérience omnicanal ? Aujourd'hui, l'omnicanalité, c'est quelque chose qui est devenu un prérequis, c'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était une attente, mais aujourd'hui, on voit que pour 95% des Français, je veux pouvoir choisir par quel canal contacter le service client en fonction du moment ou du contexte où j'en ai besoin. Donc, cette liberté d'accès à l'ensemble des canaux, et elle est associée aussi à une exigence de service homogène, fluide, quel que soit le mode de contact. Donc, en fait, aujourd'hui, le client va être totalement libre avec un parcours fluide et choisir effectivement le canal qu'il souhaite au bon moment, mais surtout avec un niveau de service cohérent, quel que soit le point de contact. L'entreprise qui me répond doit s'adresser à moi de la même façon, avec la même qualité de service, avec la même tonalité de voix, avec le même accueil, on va dire, quel que soit le canal emprunté et le canal surtout choisi par votre client. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'être absolument partout, mais d'être aux endroits incontournables. Or, aujourd'hui, on voit bien que les canaux utilisés, on va les choisir en fonction du besoin de fiabilité. Évidemment, les canaux traditionnels aujourd'hui, le mail, le téléphone restent les canaux incontournables. On peut dire que, soi-disant, les jeunes les utilisent moins, etc. Mais non, ce n'est pas vrai. On l'a vu, le mail reste aujourd'hui le canal absolument incontournable, toutes générations confondues, pour une simple et bonne raison qu'aujourd'hui, dans la mesure où on n'utilise plus le courrier, c'est devenu le canal officiel et qui est devenu clairement le substitut du courrier. Le téléphone pour l'humain, pour la relation, évidemment, mais il faut quand même avoir en tête que les très jeunes aujourd'hui refusent de parler au téléphone. Donc, c'est un canal qui est bypassé, qui est évité par les jeunes, les très jeunes, la génération Z. En revanche, les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, continuent de progresser, lentement mais sûrement. Et ce qui est assez intéressant, c'est que des canaux comme Facebook, qu'on disait un peu has-been, peut terminer. Bah oui, mais sauf que la population active, les 30, 50 ans aujourd'hui, ils sont sur Facebook, ils sont toujours sur Facebook et ce sont eux qui vont s'adresser à vous par ces canaux-là. Instagram progresse, TikTok chez les très jeunes, donc c'est des nouveaux canaux sur lesquels il faut être vigilant. Les messageries, elles ont littéralement explosé quand même cette année. On est passé de 26 à 36%, notamment avec WhatsApp qui progresse, là aussi lentement mais sûrement, on va dire peut-être limité par l'offre, parce que dès que WhatsApp est adopté, c'est un canal ultra fidélisant, ultra satisfaisant. Le live chat a lui aussi fait un boom x3 pratiquement cette année, dans la mesure où, évidemment, boosté par les chatbots dans le live chat, forcément, l'offre s'est démultipliée et donc les clients, évidemment, s'y sont engouffrés. Le self-care, en revanche, a plutôt tendance à stagner parce qu'effectivement, aujourd'hui, on voit bien que les clients attendent de l'accompagnement. Et enfin, les avis en ligne qui ont là aussi doublé parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est souvent le dernier recours. Le client considère que c'est un canal interactif et il attend. Il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, les clients attendent des réponses aux avis en ligne également. Voilà, donc juste un petit focus sur WhatsApp parce que cette année, c'est probablement le canal qui suscite le plus d'engouement, à la fois pour sa réactivité, pour sa capacité de résolution. Alors, au premier contact, quand je dis au premier contact, c'est dans le cadre d'un premier échange, mais on est dans une conversation. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on est quand même, selon nos tests, on est à 75% de résolution complète
donc en une première conversation. La réactivité est là, puisqu'on est à 97% de réponses, dont plus de 40% dans le quart d'heure. Or, en effet, aujourd'hui, les clients ont bien compris que c'était un canal asynchrone, mais quand même très réactif, et on attend des réponses quand même assez rapides. Donc là, ça doit progresser. Mais effectivement, on voit que ce qui est le plus intéressant, c'est de voir que c'est un canal extrêmement fidélisant, puisque près de 80% sont prêts à recontacter la même marque sur WhatsApp et 30% l'ont déjà fait. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez une marque dans votre carnet d'adresses WhatsApp, vous allez y revenir spontanément, directement. Et puis surtout, quand on vous répond, le téléphone, vous l'avez toujours dans votre poche. Donc voilà, donc effectivement, je pense que c'est un canal extrêmement intéressant et qui s'est déjà hissé dans le top 3 des canaux préférés cette année pour les Français. Donc, j'avais oublié que j'avais laissé effectivement l'analyse par âge. Donc, vous voyez effectivement que côté jeunes, on pourrait se dire, bon, finalement, ils ne sont pas très service client. Mais si, en fait, contre toute attente, les jeunes sont ceux qui sollicitent le plus les services clients. Vous voyez, 88% en ont contacté un contre 75% en moyenne. Et ce sont eux qui vont le plus être multicanaux, omnicanaux, parce qu'ils vont passer de façon fluide d'un canal à l'autre. Vous voyez notamment TikTok, 20% d'entre eux ont tenté une interaction via TikTok cette année. Ils n'ont pas forcément eu de réponse, mais c'est pas grave. En tout cas, ils ont testé. Ils ont dit que ça pourrait tout à fait être un canal intéressant. Mais vous voyez que sur le mail, c'est assez constant. Toutes les générations y sont. En revanche, il y a un vrai rejet du téléphone chez les très jeunes. J'évite au maximum les appels téléphoniques avec les services clients parce que je préfère communiquer par écrit. Donc, on voit bien le potentiel de tout ce qui est messagerie par rapport à cette génération. Pour les 25-50 ans, on va dire, les canaux traditionnels sont choisis pour la fiabilité, les messageries et les réseaux sociaux pour la réactivité. Et quant aux 50 ans et plus, c'est pas très compliqué. Il n'y a que 2 canaux qui les intéressent, le mail et le téléphone. Parce que de toute façon, ils n'acceptent de discuter qu'avec un vrai conseiller et a priori, ils boycottent les chatbots et l'IA. Alors, je vous disais que le mail était aujourd'hui choisi pour la fiabilité. Les chiffres le montrent. Donc, selon nos tests mystères, on voit qu'effectivement, on est sur un taux de réponse moyen de 83%, qui oscille entre 95 et 70%. Et comme vous pouvez le constater, le 70%, le dernier, c'est l'assurance. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai retard à combler dans le domaine de l'assurance pour capter les prospects, puisque c'est un canal qui n'a pas été préempté au départ, qui est resté un petit peu moins utilisé, moins bien traité, clairement, parce qu'en effet, il y a des espaces clients, mais quand on n'est pas encore client, on n'a pas accès à l'espace client. Donc, comment obtient-on une réponse ? Il y en a quand même 30% de clients, il y a 30% de clients potentiels qui restent sur le carreau. En revanche, sur les réseaux sociaux, ça fonctionne un peu mieux, parce que là, c'est quelque chose qui s'est développé dès le départ, en disant, il y a eu un vrai parti pris d'investissement pour les prospects sur les réseaux sociaux. Et là, on voit qu'en effet, dans ce domaine-là, l'assurance se positionne plutôt pas mal dans le top 4. Mais ça veut dire que quand on parlait d'homogénéité, d'harmonisation des canaux, il y a quand même un gros décalage, et notamment par rapport au mail, qui est quand même un canal essentiel aujourd'hui. Un dernier point, parce que on ne va pas pouvoir passer sur tout, mais je pense que c'est intéressant. Sur le niveau d'exigence des clients aujourd'hui, je crois qu'il faut l'avoir en tête. Aujourd'hui, on a différents profils de clients. Les digitaux efficaces, ce sont les actifs, pressés. Eux, ce qu'ils veulent avant tout, c'est une réponse au premier contact. Ils veulent de la reconnaissance et du respect. Ils veulent un service professionnel proactif pour une solution rapide et efficace. Donc, on va dire que c'est ceux qui veulent un service client sans couture. Je vais me débrouiller en self-care, je suis prêt à utiliser l'IA, mais il faut que ça aille vite et je dois être reconnu. Les relationnels classiques, eux, comme les digitaux efficaces, ils veulent maintenant un ton, un style cohérent avec l'image de marque. Ça va bien au-delà de juste l'accueil et les preuves de considération. Ils veulent de la responsabilité, de l'engagement de la marque à travers du service client. Mais ils veulent qu'on mette les formes. Le client attend des preuves, ces clients plus matures, ils attendent des preuves de considération. Or, dans le métier de l'assurance, je pense que des clientèles de 50 ans et plus, il y en a beaucoup, pas que, mais évidemment, c'est une clientèle qu'il faut considérer. Ils veulent de la confiance, de la disponibilité, de la patience, prendre le temps avec eux, parce que parfois, eux, ils ont plus de temps et ils ont envie de le prendre, contrairement aux digitaux efficaces. Et enfin, et c'est ça, je pense, le point le plus important, c'est de bien comprendre que quel que soit le profil, la totalité des Français
le niveau d'exigence de base aujourd'hui, il faut avoir conscience qu'il est très élevé et que peu d'entreprises y sont. C'est-à-dire que le service de base, qui est d'avoir une réponse rapide à ma question en termes simples et précis, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, je veux de l'écoute attentive, bienveillante, de la pédagogie, de l'empathie. Donc, ça va bien au-delà d'une simple réponse. Et on voit que c'est devenu le nouveau socle d'attente commune à l'ensemble des Français, quel que soit leur profil. Donc, voilà. Donc, c'est pour avoir conscience du niveau d'exigence aujourd'hui et du niveau de service qui est attendu par l'ensemble des Français. Alors, moi, je sais si tu as quelques infos en plus, autrement on va passer à la Voilà, seconde partie. donc très rapidement, effectivement, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, on est aujourd'hui dans un contexte d'exigence et d'incertitude élevée qui impose de clarifier ses positions en interne. Donc c'est vrai que ce qui est important pour atteindre l'excellence relationnelle en 2025, c'est donner du sens aux valeurs de l'entreprise pour améliorer l'engagement des collaborateurs, donc valoriser la fierté, l'appartenance, incarner et faire vivre les promesses de la marque dans les mots et dans les actes. Donc, c'est vraiment développer, ancrer votre empreinte relationnelle pour laisser une trace à chaque échange, mais surtout redonner confiance aux conseillers, augmenter leur efficacité et évidemment capitaliser sur l'humain. Voilà les messages clés que je voulais faire passer ce matin. Peut-être un dernier point sur comment se positionnent les assurances et les mutuelles dans le baromètre Caliweb. Très vite, juste pour vous donner une idée. Donc voilà, l'ensemble des entreprises testées dans le secteur assurance et mutuelle. Peut-être que vous reconnaissez. Vous avez à l'écran où se positionne la première marque, le numéro 1 du secteur de l'assurance en matière de relations clients digitales. Cette année, c'était MMA qui a remporté le trophée. Et vous voyez qu'en fait, il est classé au 31e place du secteur. Donc, on voit que l'assurance est loin d'être au top, malgré, même pour les acteurs les plus performants. Dans le top 3, vous avez Maïf et Matmut. Et vous voyez qu'ensuite, ça décline assez vite. Et vous voyez le positionnement des 15 marques qui ont été évaluées cette année. Donc, bien sûr, ce classement, il est à votre disposition si vous êtes parmi les marques testées. Donc, il suffit de me le demander, le classement et votre ranking et votre note sont disponibles sur simple demande. Donc, ça ne sera pas à la pause, mais ça sera par mail si vous le souhaitez. Et évidemment, le diagnostic Caliweb complet est également disponible sur commande avec l'ensemble des insights du baromètre Caliweb, l'analyse détaillée de vos réponses avec, de façon à faire un vrai diagnostic, un bilan des forces et faiblesses de la qualité des réponses et bien sûr une mise en perspective avec les meilleurs benchmarks du marché. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Carole. Alors, ce que je propose, c'est qu'on passe à la deuxième table ronde. Donc, moi, je vais faire un petit résumé de la table ronde qui a été animée par Daniel Ray, qui est enseignant-chercheur à Grenoble École de Management, et une de nos clientes, Valérie Imbert, de Soliazar, qui est équipée de notre solution d'enquête de satisfaction, de quality monitoring, et bien sûr de centre de contact omnicanal. Donc, ce qui était intéressant, d'abord, c'était une petite introduction qu'on a fait et qui a mis un petit peu en perspective la situation, puisqu'en fait, on a fait écouter aux personnes, via l'outil de Quality Monitoring, une conversation avec la transcription, avec les sentiments qui sont la catégorisation. Et c'est vrai que c'est assez utile, on s'en rend compte. Je vous laisserai écouter si vous le souhaitez. J'ai mis un QR code et des liens. Et en fait, ça montre bien l'importance que la vie des conseillers n'est pas facile et qu'il faut les aider, il faut les coacher à gérer ces personnes difficiles, ces personnes inciviles. Et donc, en fait, on voit bien que ça va être un travail à faire dans les mois et années à venir avec le contexte économique qui se durcit. L'autre point après, c'est que bien sûr, on a eu Daniel Ray dans son rôle d'enseignant-chercheur qui a pris de la hauteur et qui nous disait, voilà, il faut déjà commencer par comprendre d'où viennent les émotions et ensuite pouvoir agir. En fait, il prenait le même principe qui a été fait pour les réclamations. Il faut déjà définir ce qu'est une réclamation pour en fait savoir, il faut définir une réclamation pour savoir la traiter et définir les incivilités pour savoir les traiter. Et donc, il faut définir en interne quels sont les comportements, quels sont les mots, etc., qui font vraiment une incivilité. Ensuite, la deuxième chose qu'a indiqué Daniel, c'est que c'est important de connaître les sources et les origines de l'incivilité. Parce que l'incivilité ne naît pas comme cela. L'incivilité naît en fait d'une colère qui a été nourrie par une personne. En fait, c'est pas juste, voilà, j'arrive et je suis tout de suite incivil, c'est qu'au départ, il y a eu quelque chose. Le plus souvent, il nous l'indique, c'est une frustration.
Par exemple, j'arrive pas à voir quelqu'un, j'ai un sentiment d'injustice, j'ai un sentiment d'humiliation, la personne n'a pas été gentille avec moi, j'ai été maltraité au service client, etc., etc. Ou j'ai eu quelque chose, un remboursement médical, ou j'ai eu un remboursement d'assurance qui ne correspond pas à ce que je m'attendais à moi. Donc j'ai vraiment cette situation-là où j'arrive pas à voir quelqu'un au téléphone. Les canaux sont pas bons, j'ai attendu longtemps, etc. Donc là, j'arrive à la frustration. Si cette frustration perdure, à ce moment-là, j'arrive à la colère. La colère, en fait, c'est vraiment cette émotion négative où là, j'ai besoin de me lâcher, j'ai besoin d'avoir de la compréhension. Si je n'ai pas ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, je vais avoir de l'agression qui peut être verbale, physique. Et c'est vrai qu'on l'a vu, ça peut même aller jusqu'à de la menace physique en disant je vais venir et je vais vous agresser. Donc en fait, on voit bien que c'est vraiment une montée en puissance. Et Daniel nous disait très bien que, attention, il y a certains clients qui sont vraiment habitués à ce genre de comportement. Et il faut savoir en fait distinguer les clients avec lesquels il va falloir faire des efforts et les clients qu'il faut accepter de faire partir ou de laisser partir, plutôt, c'est plutôt le terme, laisser partir parce qu'ils n'apportent pas de valeur ou tout simplement ils ne sont pas intéressants. On le voit et Daniel mentionne le Customer Lifetime Value qui est important pour savoir combien me rapporte un client et combien en fait un client au contraire me rapporte, un client va me rapporter de l'argent sur la durée. Et ça en fait c'est important parce que ça permet de savoir le soin qu'on va mener. Et c'est vrai qu'on a des clients comme ça, comme par exemple je citerai le témoignage de Brandt qui nous dit clairement que y a des clients qui sont multi-possesseurs de produits. À ce moment-là, il faut vraiment être soigné, il faut vraiment une relation soignée, essayer de trouver des solutions, quitte à faire des gestes commerciaux pour ces personnes qui ont du multi-contrat chez nous. Alors, donc, comment on va pouvoir gérer ces émotions? Quelques pistes d'action présentées par Daniel Reich. La première, tout simplement, c'était essayer de ne pas créer des sentiments d'impuissance, d'humiliation et d'injustice, c'est-à-dire écouter la personne, travailler ses process et ses parcours clients pour qu'ils soient plus orientés clients. Ça me paraît une évidence, mais toutes ces remontées-là qui arrivent au niveau des clients, les feedbacks, les enquêtes, les études, etc., il faut les mettre en application. Bien sûr, c'est parfois faire le pas de côté, et c'est ce que disait Daniel Ray, parfois c'est transférer à un manager, transférer à une cellule réclamation, parfois même c'est dire votre comportement est incivil, si vous continuez, je vais devoir raccrocher. Voilà. Accepter jusqu'à quel niveau on accepte cette intolérance. Donc, tester peut-être aussi le transfert à un interlocuteur de sexe différent. Daniel disait que des études montrent que si un homme est transféré à une femme, ça se passe mieux, et une femme à un homme, ça se passe mieux. Donc, il y a vraiment des impacts à faire là-dessus. Ensuite, développer la culture client, parce que plus il y a une culture client, plus le changement, plus en fait les collaborateurs ont moins en fait l'impression d'être mis, comment dire, en difficulté face aux clients. Hop. Alors, donc, l'autre partie de la présentation concernait en fait la gestion des émotions. Et là, en fait, on a eu le plaisir d'avoir donc Valérie qui nous a montré un petit peu ce qu'il faisait au niveau de Soliazar. Le premier travail était fait sur la gestion des émotions. C'est vraiment pour eux une continuité. C'est un programme qui a été mené en place il y a 2 ans où ils ont en fait commencé par aider les personnes à savoir comment gérer leurs propres émotions, à repérer leurs émotions. Et ça, en fait, c'était vraiment un vrai travail. Par exemple, pour savoir qu'il ne faut pas hausser le ton quand la personne parle fort. Au contraire, il faut rester un ton calme. Certains de nos clients, comme OpCOP, disent que quand il y a un client qui est énervé comme ça, ils disent « mais qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire exactement, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Et là, tout de suite, la personne se rend compte de son comportement et ça redescend. L'autre point, en fait, c'est bien sûr identifier dans les parcours clients quelles sont les étapes psychologiques des personnes, quelles sont leurs émotions. Et Carole disait qu'il y avait des fiches comme ça qui étaient réalisées au niveau des différents personas d'achat. Par exemple, pour une personne qui venait d'acheter sa moto, lors du premier appel, en fait, il faut jouer sur l'émotion d'achat, le féliciter pour sa moto, quel était le modèle, etc. etc. Lors d'un accident moto, par contre, dire, voilà, comment allez-vous, comment se passe pour vous d'abord, avant de parler du sinistre. Pour un taxi, ils savent que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir des réponses très rapidement parce que c'est son outil de travail, c'est travailler sur la rapidité. Voilà, donc ces fiches émotions permettent d'être en phase avec le client et tout ça, ça permet bien sûr d'améliorer l'empathie vis-à-vis des clients. Concernant la gestion des incivilités, là, il y a aussi un travail qu'ils ont mené, mais uniquement cette année. Et ils ont commencé par mettre en place un sondage auprès des collaborateurs. Ils se sont rendus compte que 100%
des collaborateurs ont répondu. Ce qui est assez original parce que d'habitude, tout le monde ne répond pas aux enquêtes et aux études. Là, ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment quelque chose et qu'ils avaient touché un point sensible. Et 90% des agents du service client disaient j'ai été confronté à une incivilité au moins récemment. Donc, ils ont commencé d'abord à travailler sur les managers, parce que tout simplement, les incivilités touchent les collaborateurs, mais il faut bien sûr que les managers soient capables de les aider. Donc, plutôt que de travailler directement sur l'incivilité au niveau des personnes, ils ont dit, on va déjà aider nos collaborateurs, parce qu'un collaborateur qui sera aidé sera mieux en phase pour traiter après les appels d'après ou traiter ce moment difficile. Donc, ils ont mis en place un système de manager bien-être. Il y en a quelques-uns dans l'entreprise, il n'y en a pas, là, je crois que 5, 6 qui sont, non, même pas 3, 4 qui ont été formés en tant que manager bien-être et qui vont pouvoir faire un entretien post-incivilité avec la personne pour voir un petit peu quelles ont été ses émotions. Et si nécessaire, passer après à une alerte qui peut amener à une procédure interne ou externe. Ils ont également mis en place, et ça je trouve que c'est extrêmement original, de la sophrologie pour aider en fait des collaborateurs à gérer ce moment de stress avec un travail sur la saturation d'essence et également la respiration. Et c'est vrai que la respiration, moi j'utilise à titre personnel, tout ce qui est synchronisation cardiaque, c'est vrai que ça aide vraiment à faire redescendre les émotions. Et enfin, ils ont mis en place le module Bravo d'éloquent qui permet tout simplement de redonner du sens au métier du collaborateur entre deux appels difficiles, puisque les personnes peuvent, en fait, lors de la notation de leur enquête de satisfaction, dire je veux féliciter mon collaborateur. Et à ce moment-là, le collaborateur a une petite fenêtre qui apparaît à son écran et qui dit tiens, il y a telle personne qui te félicite. Donc tout ça, c'est vraiment intéressant. Et les premiers retours montrent en fait que pour le collaborateur, ça va l'aider, ça montre en fait qu'on s'intéresse à lui. Voilà. Donc ça, c'était les éléments clés à retenir. Alors Yann, je te laisse passer à la partie digitalisation du parcours client. Super, merci beaucoup Frédéric pour cette analyse. Donc moi, je vais continuer un peu sur comment est-ce que les outils digitaux et les canaux peuvent aider à détendre, à apaiser et à concentrer aussi les efforts sur ce qui génère de l'attention. D'abord, pour commencer, donnons un peu de perspective sur l'évolution du comportement des clients et des prospects. On connaît tous les boomers, les X, les millennials, etc. Et bien maintenant, on arrive sur un cumul, la V5, qui regroupe un peu tout ça. Et ce qui est intéressant et important là-dessus, c'est de comprendre que maintenant, le client, il est au centre d'une technologie, d'un service, et la technologie va le servir pour avoir la meilleure expérience possible. Donc, c'est comment centrer la technologie au service de l'humain. C'est le rôle des entreprises pour être le plus à disposition en fonction de ses attentes, de ses frustrations, de ses envies, etc. Et donc, quand on voit cette évolution du comportement, qu'on a tous perçu dans le temps avec l'évolution des technologies et des canaux, comment est-ce qu'on va être capable de se concentrer sur les points importants par rapport à cela? Le premier, c'est clairement mobile only. Le mobile, les téléphones, les smartphones sont devenus les canaux principaux d'échange entre proches et avec ses clients, avec ses marques, etc. De la messagerie conversationnelle. Carole l'indiquait tout à l'heure, il y a quand même un Swift qui se fait vers les canaux digitaux, mais ça n'empêche pas qu'à un moment donné, il faut avoir une conversation, il faut pouvoir discuter. Et donc, messagerie conversationnelle, super important. Personnalisation. Il n'y a rien de mieux que de parler avec quelqu'un qui vous comprend, qui a votre même état d'esprit, qui a votre même logique, etc. L'humilité, on est face à des clients qui sont irrités, sensibles, etc. Donc, il faut toujours faire preuve d'une approche douce. Et par rapport à tout cela, eh bien, l'IA peut nous y aider. L'IA, on l'a vu avec l'IA conversationnelle, ChatGPT et tous les autres. Eh bien, quand on est capable de le déployer, on apporte une expérience qui va être avec de l'humilité, personnalisée et conversationnelle. Mais, et il y a un mais, attention, l'IA, ce n'est pas si simple que ça. L'IA, il faut la maîtriser, l'IA, il faut la paramétrer, l'IA, il faut la tester, l'IA, il faut mettre des indicateurs, etc. Parce que sinon, un peu comme on le voit à l'écran, il y a peut-être quelques anomalies qui peuvent apparaître. Et quand on a des anomalies, c'est pas terrible. Alors là, c'était la télé, mais quand on est face à un client énervé et qu'une IA générative commence à avoir des hallucinations, c'est pas bon du tout. Donc une IA, ça se maîtrise et donc ça se déploie, etc. Mais par contre, quand ça marche, c'est top. Et là, on va vous donner un exemple. On a déployé sur une panoplie de canaux digitaux lors d'un événement que tout le monde a encore en tête. C'était il y a à peu près un an, c'était les Jeux Olympiques de 2024. Sur des canaux tels que du WhatsApp, du Messenger, Instagram Direct, du live chat, on a mis en place, nous, une IA générative. Une IA générative qui était là pour accompagner les usagers sur
l'expérience des Jeux Olympiques. Où se passe l'épreuve d'escrime? Est-ce que je peux venir avec une bouteille d'eau? Est-ce qu'il y a un parking? Est-ce qu'il y a un accès handicapé? Etc., etc. Toutes ces questions qui étaient complexes, qui étaient variées, et bien, par rapport à cela, nous, on a mis en place une IA générative sur ces canaux-là et on arrivait à un taux de compréhension des demandes de 95%, ce qui veut dire qu'uniquement 5% des questions complexes que l'IA n'était pas capable d'analyser et de traiter basculaient vers des conseillers. Et chose toujours aussi intéressante, hein, c'est que quand on regarde la performance de l'IA et qu'on la compare, eh bien, globalement, entre l'agent humain et l'agent IA, sur 5, hein, on est à peu près au même niveau. 4,26, 4,23. C'est-à-dire qu'une IA, quand elle est bien paramétrée, quand elle est bien déployée et qu'elle est sur les bons canaux, elle apporte une expérience réussie qui vient compléter, renforcer ce que les agents humains peuvent apporter, pour lesquels, eux, ils vont avoir plus de temps, plus de ressources, etc. Et toujours sur des canaux qui permettent de gérer une relation dans le temps. C'est-à-dire qu'un client ne va pas avoir besoin de vous rappeler 3 fois. Vous êtes sur du WhatsApp, vous êtes sur du Messenger, le conseiller, que ce soit un bot ou un humain, va dire attention, on est en train de traiter votre demande, on revient vers vous. Ce sont des canaux qui sont fast asynchrones, donc qui peuvent revenir vers vous après avoir un premier traitement, au bout d'une demi-heure, d'une heure, d'une journée. Un autre exemple de digitalisation qui permet d'apaiser la tension, c'est par exemple dans le secteur des mutuelles d'assurance, être capable de proposer des points d'entrée, notamment au travers de QR codes sur des supports papier tels que les décomptes, etc. Et là, vous voyez que sur un décompte qui va être au nom de Madame Dylan, on va proposer un QR code et on va permettre de scanner le QR code. Et quand on va scanner le QR code, alors là, j'ai un petit doute et je n'ai pas vérifié ma copie. Il y avait une vidéo, j'ai mal fait mon travail, donc il y a une vidéo qui s'enclenche, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous la partager. Et donc, la vidéo, elle va se lancer automatiquement en scannant ce QR code. Et quand on scanne ce QR code, on va ouvrir ce qu'on appelle un RCS, pour simplifier un SMS 2.0, qui va reconnaître Madame Dylan, qui va lui proposer différents choix. Est-ce que vous voulez revenir sur vos dernières demandes? Est-ce que vous avez une question sur le montant de votre décompte? Est-ce que vous voulez accéder à votre espace client, etc., etc. Et si, par exemple, elle choisit d'aller sur ces dernières demandes, eh bien, nous, comme on l'aura reconnu, si on se branche sur le CRM, on est capable de dire votre dernière demande portait sur ce type de remboursement, sur cet ajout de couverture, etc., etc. Donc, on est capable d'offrir une expérience extrêmement personnalisée sur des canaux digitalisés à partir d'un simple QR code sur un support papier. Un autre exemple qu'on a mis en démo pour le Crédit Agricole des Savoies, vous le savez peut-être, hein, mais toutes les banques sont dans des phases de réorganisation de leurs agences physiques, avec de plus en plus de gestion sur rendez-vous. Eh bien, le Crédit Agricole des Savoies, dans la démo qu'on vous montre, eh bien, permettrait à ses clients, au travers d'un QR code, quand vous arrivez devant une agence qui est fermée, au lieu d'avoir un numéro de téléphone et de saturer les services clients ou d'avoir une adresse email, un site web à saisir, de scanner tout simplement un QR code. Et là, on va arriver dans une interface digitale, dynamique, qui va comprendre le besoin, qui va accessoirement lui permettre au client d'être mis en relation avec le service d'assistance, s'il y a une urgence, carte volée, etc. Mais sinon, pousser le traitement des demandes qui sont assez simples sur des parcours totalement digitalisés. Alors, pour vous décrire un petit peu ce que je n'ai pas pu vous montrer dans la vidéo, ce qui est capable de faire un RCS, donc globalement, ce qui est proposé au travers des exemples des QR codes que je vous ai donnés, mais aussi par envoi direct en push. Le RCS, c'est Rich Communication Solution, c'est du SMS 2.0, donc vous le recevez dans votre messagerie de SMS. Et dans cette messagerie de SMS, vous allez voir toute une panoplie de fonctionnalités. Alors évidemment, le nom, le logo. Alors, le SMS, c'est 160 caractères, là on est à plus de 2000 caractères. On peut mettre des photos, des gifs, des vidéos. On peut mettre des call to action. Tout ça pour permettre d'accompagner vos clients et vos prospects, soit en phase d'acquisition, soit en phase de customer care, ou en phase de rétention ou de fidélisation. Donc voilà, on utilise toutes ces fonctionnalités-là, totalement digitalisées, pour comprendre le besoin, accessoirement le pousser vers de l'humain et de la vidéo, ou alors du pur self-care. Et en parlant de vidéo, je vais passer la parole à Charles. Trop bien. Génial que vous êtes encore avec nous là. Je vois qu'il y a beaucoup de gens toujours connectés. Ça veut dire qu'on disait des choses vachement intéressantes et vous n'êtes pas là juste pour
le cocktail à la fin. Je pourrais écouter mes amis toute la journée. Des choses que je retiens quand même, et pourquoi cette partie humaine et d'être plus humain avec nos clients est important, c'est la première chose, l'expérience client, et c'est plus un centre de coût, c'est vraiment un deal breaker. Et quand on écoute Carole, c'est clair. La partie omnicanal, on sait que c'est une obligation et c'est une attente de tous nos clients. Et ces attentes des clients n'ont jamais été aussi exigeants. Il faut être rapide, il faut être personnel. C'est pas facile. Et comme Carole a dit, il faut vraiment capitaliser sur l'humain. C'est essentiel. Même dans un contexte où peut-être on veut mettre de l'IA partout, ce qu'on voit, c'est, comme Fred disait, émotion, tension, ce sont que des choses humaines. Alors, ce que j'ai adoré avec cette table ronde, c'est qu'on avait vraiment des gens du terrain, des gens qui sont en face de leurs clients au quotidien, qui doivent déployer des nouvelles solutions, qui doivent améliorer des parcours clients. Et ce qu'on voit, c'est qu'eux, ils sont en frontal. Et ils essayent de comprendre ce que les clients veulent vraiment. C'est pas une étude, c'est pas des stats, c'est du vrai. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit actuellement, le contexte, si on veut prendre un peu de hauteur dans ce moment, c'est qu'actuellement, 60% des projets IA échouent. Et il y a une multitude de raisons. C'est peut-être des fausses promesses de l'IA, c'est peut-être les équipes qui ne sont pas prêtes pour ça. Il y a plein de raisons que ça ne marche pas. Mais aussi, quand on pose la question aux clients, c'est 75% des consommateurs qui préfèrent parler à un service client, qui sont prêts à attendre pour parler à un humain, que passer par un bot, passer par autre chose. C'est vachement important. Alors, comme je vous ai dit, on avait 3 experts, Sonia, Alexis, Paul et Xavier, qui ont vraiment partagé leur quotidien et ce qu'eux, ils mettent en place pour avoir des interactions un peu plus personnelles, un peu plus humaines. Et le résultat est vachement intéressant parce qu'on voit plus de satisfaction pour eux. MIF Assurance, c'est 160 ans d'expérience client, de relation client. C'est assez incroyable. C'est beaucoup d'appels par an. Et ce que j'adore, ce que Sonia nous a partagé, c'est 90% du temps, on arrive à parler à un humain. C'est énorme, c'est génial. Mais aussi, il y a un autre souci sur cette partie, on va dire, digitale, qui est vachement important. Ça veut dire quand on parle d'inscription en ligne, il y en a beaucoup qui prennent assez longtemps, qui est normal. C'est un domaine, l'assurance, où il y a pas mal de questions à remplir avant d'avoir son contrat. Mais ce qu'on voit, c'est une expérience client très humaine parce qu'ils arrivent à parler à des gens. Mais là, dans ce contexte qui est digital, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un est coincé, qui est normal? Je ne sais pas comment répondre à cette question, je suis un peu perdu. Et c'est là qu'ils ont mis en place quelque chose via Apizzy, c'est du partage d'écran et du co-browsing. C'est super simple. Je suis coincé, c'est un peu complexe pour moi, c'est vachement important. Je veux rester avec vous peut-être pour ma vie entière. Et j'ai besoin de l'aide maintenant, parce que je suis en train de remplir ça maintenant. Et le partage d'écran est une solution plutôt intéressante pour créer ce lien et déstresser les gens et vraiment les aider quand on a besoin de vous. MAF, vachement intéressant. Je ne connaissais pas bien avant, ils sont clients avec nous. C'est l'assureur référence des taxis en France. Et ils sont tellement bons que tous ces taxis ont décidé, tiens, je me sens très bien chez eux. J'ai aussi besoin peut-être d'assurer mon appartement. Et quand on parle de l'humain dans le parcours de relations clients, ce qui est vachement intéressant, c'est que ça prend 2 personnes pour faire un tango, monsieur, dame. Et dans ce cas, c'est vos clients et vos équipes. Alors, déployer quelque chose, que ce soit l'IA, mais aussi des outils pour plus de personnalisation, ça demande aussi à vos équipes de s'adapter à ces nouveautés. Et j'ai adoré ce qu'ils ont mis en place parce qu'ils avaient ce souhait d'avoir des moments plus personnels, mais aussi avoir des moments où on réduit le nombre de déplacements. Mais qu'est-ce qui se passe si ça fait 10, 15 ans que quelqu'un a l'habitude de travailler de cette façon, de faire toujours un déplacement? Et ce qu'ils ont fait pour assurer ce changement, c'est de dire, OK, on va changer la structure, comment on va rémunérer ces personnes-là, et on va s'adapter à les aider dans cette transition. Et ce qu'on voit, on voit une plus grande satisfaction des clients, mais aussi des collaborateurs. C'est vachement intéressant. Et c'est quoi le résultat après 1 an? C'était 100% en présentiel avant. Maintenant, parfois c'est 50-50, parfois c'est 60-40. Ça, c'est vraiment génial. Et ça monte aussi en très peu de temps. On peut changer les habitudes des équipes
et le rendre bénéfique pour les clients aussi. Urexo, qui est pareil, hein, Carole, je pense que ça fait un peu comme vous, ça fait 30 ans qu'ils sont là et qui font des belles choses. Et leur souhait, pourquoi choisir une solution de visio-assistance? Très simple. La raison, simplifier le parcours client. C'est vachement important. Et eux, ils le réussissent avec un ROI qui est conséquent. Et on parlait d'impact carbone. C'est une évidence que vos clients vous choisissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont confiance en vous, vous avez une bonne expérience client, mais aussi vous êtes une entreprise engagée. Et cette capacité d'utiliser des solutions comme Apizee pour réduire des placements qui réduit votre impact carbone, c'est important. Il n'y a pas de petit four aujourd'hui, mais j'ai un petit cadeau pour vous quand même, un petit guide. Pas besoin de le lire tout de suite. On va vous envoyer ça dans le chat et vous pouvez lire ça sur la plage cet été. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, mon cher Charles. Donc, ce qu'il fallait retenir selon toi, quelles étaient les informations clés de cette matinale, mon cher Charles? Ouais, alors on a dit pas mal de choses, beaucoup de choses, hein. Alors c'est dur de tout retenir. On retient, hein, et il y avait plein de choses, hein. On n'avait pas tous les chercheurs aujourd'hui, mais utiliser une solution omnicanal, unifiée, c'est essentiel. Et vous avez des bons acteurs dans la pièce. Formez vos équipes à la gestion des émotions à tous les niveaux. C'est pas juste d'un côté, c'est aussi des équipes qui ont besoin de l'aide dans cet accompagnement. Et intégrer le digital au bon moment, sans aucun doute. Hein. Il y a des belles exemples que Yann a partagés, mais Fred aussi, et aussi Apizee dans ces moments complexes. Je pense que si vous faites ça, vous faites quelque chose de tip-top et vous allez avoir peut-être une deuxième moitié de l'année encore meilleure que la première. Merci Charles. Alors juste pour information, j'affiche ici le lien pour télécharger le guide, donc apizee.com/fr/fidéliser-client assurance.pht. Alors je laisse quelques secondes. Bon, merci à tous, merci pour votre présence à ce webinaire et merci à nos 3 experts pour avoir partagé la synthèse de cette matinale. Et donc on vous donne rendez-vous soit sur les places de Perros-Guirec cet été avec Charles et autrement pour les autres, rendez-vous à Niort. Donc si je me souviens bien, c'est les 1 et 2 octobre. 1 ou 2 octobre à Niort avec Yann, et je crois que nous aussi on y sera présents. Et donc on vous donne rendez-vous autrement en septembre à la rentrée, en pleine forme et avec, j'espère, un petit peu moins de chaleur. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et une bonne fin de matinée. À bientôt. Très bon été. À bientôt. Au revoir. Ciao. Merci à tous.